L'invasion russe de l'Ukraine était condamnée dès le début. Le pays n'était pas préparé à la guerre et a commis non pas une mais deux erreurs fatales. Il a sous-estimé l'ennemi et surestimé ses propres forces. Ce ne sont pas les mots d'un homme politique pro-ukrainien, ni d'un think tank occidental. Ce sont les paroles de l'un des généraux militaires les plus expérimentés de Russie. Un homme qui, il y a 10 ans à peine, dirigeait toutes les forces terrestres du pays, Vladimir Tchirkin, dans une démonstration rare et remarquable d'un haut responsable russe refusant de suivre la ligne du Kremlin. Tchirkin s'est récemment entretenu avec la radio russe Radio Business Channel, se retournant contre Vladimir Poutine et admettant que la guerre avec l'Ukraine ne se déroulerait jamais comme le président russe l'avait espéré. L'interview publiée sur le site de Radio Business Channel le 27 novembre présentait le colonel général à la retraite Tchirkin comme invité spécial, aux côtés du colonel à la retraite du ministère de la Défense, Vladimir Troukhan. Cela est arrivé peu de temps après que Poutine a proposé un nouveau programme visant à fournir des armes russes modernes aux forces de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. L'Organisation du Traité de Sécurité Collective, une alliance militaire de 6 États post-soviétiques, à savoir l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. En annonçant son plan lors du récent sommet de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective à Bichkek, Poutine a évoqué l'efficacité prouvée des armes russes, en situation de combat réel, faisant vraisemblablement référence à la guerre en Ukraine. Radio Business Channel comptait discuter de cette annonce avec 2 invités militaires expérimentés, informer les auditeurs sur les types d'armes que la Russie utilise aujourd'hui, ainsi que sur la manière dont les forces armées du pays ont changé et évolué ces dernières années, et en particulier depuis 2022. Ce genre de discussion est courant sur de nombreuses stations de radio russes, et des invités comme Tchirkin sont généralement conviés pour partager les avantages de leur expérience et de leur sagesse. De nombreuses personnalités de premier plan comprennent aussi l'importance de suivre la ligne du Kremlin, promouvoir l'armée nationale sans tenir de propos controversés ou critiques envers la direction russe. Dans ce cas, cependant, Tchirkin a décidé qu'il n'allait pas se retenir. Quelques minutes après le début de l'entretien, l'ex-commandant des forces terrestres russes a attaqué les forces armées et la direction du pays. Je crois que la Russie n'était une fois de plus pas prête pour la guerre, comme lors des guerres précédentes au siècle dernier. Traditionnellement, l'ennemi a été sous-estimé, et nos propres forces ont été surestimées. Bien sûr, Tchirkin a tout à fait raison. La guerre approche de son 4e anniversaire. Elle n'était jamais censée durer aussi longtemps. En tant que nation beaucoup plus grande, plus riche et théoriquement plus forte, la Russie était censée anéantir son adversaire en un rien de temps. Elle était reconnue comme l'une des plus grandes superpuissances militaires, avec une vaste expérience des campagnes mondiales. Elle se vantait de posséder les chars les plus robustes, les missiles les plus destructeurs, les avions de chasse les plus rapides et l'artillerie la plus puissante du monde. L'Ukraine n'avait pas la réputation d'être une grande puissance militaire. Elle n'avait pas du tout le même budget de défense que la Russie. Elle ne disposait pas non plus de l'énorme armée, ni des réserves et stocks apparemment inépuisables de chars, de systèmes de missiles, de bombes et de munitions datant de l'époque soviétique. Sur le papier, il s'agissait d'un affrontement extrêmement déséquilibré, la Russie semblant assurée d'écraser toutes les défenses que l'Ukraine pourrait rassembler. Mais la guerre ne se mène pas sur le papier, et c'est l'erreur qu'a commise la Russie, comme le souligne si bien Tchirkin. Le Kremlin a cru à sa propre propagande. Ses dirigeants, dont Poutine, ont inventé leurs chars, troupes, navires, avions, etc. Ils ont forgé l'image d'une armée russe presque invincible, la présentant comme la force la plus puissante et imbattable de l'histoire, prête à traverser toute frontière, entrer partout et dominer chaque adversaire. En réalité, même si l'armée russe n'est certainement pas facile à vaincre, l'armée rouge de l'Union soviétique était l'une des forces armées les plus grandes et influentes de l'histoire, décisive dans la défaite de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Les forces du Kremlin ne sont pas aussi puissantes que Vladimir Poutine et ses fidèles sbires le prétendent. Les 3 dernières années ont prouvé ce fait sans l'ombre d'un doute. La Russie a énormément peiné en Ukraine et a subi des pertes catastrophiques. Un rapport récent du ministère de la Défense du Royaume-Uni le suggère. Plus de 1,1 million de soldats de Moscou ont été tués ou blessés. Depuis le début de l'invasion en février 2022, 332 000 de ces pertes sont survenues, rien qu'en 2025. Et le taux de perte a même augmenté ces derniers mois. Selon le ministère de la Défense,
Le taux de perte de la Russie en octobre 2025 n'a cessé d'augmenter, dépassant les 1000 pertes quotidiennes chaque jour du 5 au 12 octobre. La Russie a également subi d'énormes pertes en termes de ressources et d'équipements. Tout cela est bien documenté, avec de nombreuses sources officielles et des groupes de renseignement comme Oryx. Il est à noter que le Kremlin a vu des milliers et des milliers de ses chars, véhicules blindés, systèmes de défense aérienne, radars, systèmes d'artillerie et autres équipements réduits en miettes par les drones, missiles, mines et autres armes ukrainiennes. Cela s'explique en grande partie par le fait que, selon Tchirkin, la Russie n'était pas prête pour cette guerre, mais y est allée avec arrogance et un sentiment de légitimité injustifiée. Poutine et ses commandants pensaient qu'envahir l'Ukraine serait un jeu d'enfant. Ils prévoyaient une victoire rapide et facile. Des soldats ont reçu l'ordre d'emporter des uniformes de parade avant de franchir la frontière, pensant hisser les drapeaux russes à Kiev. Comme le rappelle Tchirkin, dès le 24 février, chacun affirmait que la guerre finirait en 3 jours. On va les achever immédiatement, c'est exact. Rien dans l'interview de Tchirkin n'est faux ou complotiste. Ses principales affirmations sont cohérentes avec d'autres sources. Ce sont des faits froids et incontestables, rarement évoqués par les responsables russes, qui préfèrent louer Poutine et répéter la propagande du Kremlin. Même certains esprits rationnels russes ont pu douter. De nombreux soldats et responsables du Kremlin pensaient sincèrement que la guerre, ou opération militaire spéciale selon la Russie, se terminerait très rapidement. Ils prévoyaient une victoire rapide avec des pertes minimes, comme lors de leur fameuse guerre de 5 jours avec la Géorgie, où la Russie a aussi occupé plusieurs régions en quelques jours. En 2008, Tchirkin évoquait déjà que le syndrome de Tbilissi et la guerre de 5 jours avec la Géorgie avaient aussi influé. Autrement dit, le Kremlin pensait pouvoir envahir la Géorgie et s'emparer de ses territoires avec peu de résistance. Pourquoi ne pourrait-il pas faire la même chose avec l'Ukraine ? Ses forces pouvaient traverser la frontière, s'emparer rapidement de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, et ainsi augmenter taille, puissance et influence de la Russie en 1 à 2 semaines. Mais aucune guerre ne se ressemble vraiment. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, tellement de variables qui évoluent au fil du temps. Ce n'est pas parce qu'une guerre a été rapide et facile que chaque invasion suivante suivra le même schéma à nouveau. Cela montrait l'arrogance de la Russie et sa confiance excessive en lançant la guerre contre l'Ukraine. Et cela s'inscrit parfaitement dans ce que Tchirkin a dit dans son premier commentaire sur le fait que la Russie a sous-estimé son adversaire. Le Kremlin pensait que, même si l'armée ukrainienne défendait tant son territoire et ripostait, la puissance militaire russe serait supérieure. Écrasant ses adversaires avec facilité en effet. Pendant une brève période, en 2022, c'est exactement ce qui semblait se passer dans les premiers jours et semaines de la guerre. Les forces russes progressaient vite de plusieurs directions, gagnant du terrain et remportant de grandes batailles à Boutcha et Mariupol. Après ces premiers succès, la Russie contrôlait près de 27% de l'Ukraine et paraissait pouvoir conquérir les 4 régions visées, voire davantage. Puis la situation a commencé à changer. Animée par un fort désir de protéger son peuple et sa souveraineté, l'armée ukrainienne s'est montrée bien plus forte et résiliente qu'attendue, même par la Russie. De nombreux civils ont également pris les armes pour rejoindre la cause, jouant leur rôle dans la protection de leur patrie et repoussant les envahisseurs de Moscou. Fin 2022, grâce au courage, à la détermination et à une stratégie avisée, l'Ukraine avait repris une grande partie des terres que la Russie avait initialement conquises, réduisant le contrôle du Kremlin à moins de 20% du pays. Et c'est en grande partie ainsi que la situation est restée au cours des années qui ont suivi. Bien sûr, la Russie a réussi à capturer quelques petites portions de terre ici et là, et continue de le faire dans certaines zones le long des lignes de front. Mais ses forces avancent lentement, perdant beaucoup de matériel et d'hommes pour ne prendre que de petites portions de champs boueux, et des villages abandonnés marqués de cratères. Tout cela est arrivé car la Russie a cru avoir déjà gagné en entrant en guerre. Comme l'a souligné Tchirkin, une grande partie de cette conviction reposait sur des informations totalement inexactes, fournies par les agences de renseignement du Kremlin. Je mettrais une mauvaise note à tous les services de renseignement russes et dirais que les autorités ont reçu de fausses informations. On affirmait que 70% des Ukrainiens étaient avec nous et 30% contre, mais c'était l'inverse. Nous savons déjà où cela a mené. Dès la première semaine, nous avons tiré une leçon cruelle. Ceci a aussi été l'un des grands récits du début de la guerre. Même avant le début de la guerre, alors que la Russie massait ses troupes aux frontières de l'Ukraine. Les reportages soulignaient déjà la force de la propagande du Kremlin sur la perception des Ukrainiens par les Russes.
Les médias soutenus par l'État diffusèrent depuis un certain temps des récits sur la façon dont la vie était devenue terrible en Ukraine, et en particulier dans ces régions orientales. Ils évoquaient des nazis présumés, et d'autres forces maléfiques, contrôlant le pays et semant le chaos. Cela a poussé de nombreux Russes, y compris l'armée, à penser qu'ils seraient vus comme des héros et libérateurs. Une fois qu'ils auraient franchi la frontière, ils imaginaient de pauvres familles ukrainiennes misérables se jeter à leurs pieds, les remerciant de leur avoir sauvé la vie et de les avoir libérés d'une terrible oppression. Même Vladimir Poutine aurait été dupé, comme l'ont rapporté dès le début de l'invasion de nombreux responsables, tels que le secrétaire à la défense du Royaume-Uni de l'époque, Ben Wallace, qui s'est exprimé devant les journalistes. Poutine pensait que ces gens le verraient en libérateur. Il était convaincu, dans son esprit et dans ses propres écrits, que les Russes et les Ukrainiens étaient un seul et même peuple. Ils espéraient seulement que le grand tsar ou le président russe vienne les libérer. Et bien sûr, quand on fait cette supposition, on prend toutes les décisions que nous voyons se dérouler sur nos écrans de télévision, ce qui est une forme d'arrogance des forces armées embourbées, de jeunes soldats peu expérimentés et mal préparés. Parce que les officiers pensaient simplement que cela allait être beaucoup plus facile que ça ne l'a été. Nous voyons du matériel au mauvais endroit, et je pense que c'est pour cela qu'il agit comme il le fait. La vérité finit vite par être révélée. Quelques jours après le début de l'invasion, des rapports ont émergé faisant état de prisonniers de guerre russes, exprimant leur frustration, affirmant qu'ils avaient été dupés par leur propre gouvernement, avec un officier déclarant « Franchement, ils nous ont trompés. Tout ce qu'on nous a dit était faux. Je dirais à mes gars de quitter le territoire ukrainien. Nous avons des familles et des enfants. 90% voudraient rentrer chez eux. Certains ont admis qu'ils étaient entrés en Ukraine, en pensant qu'il ne s'agissait que d'un simple exercice militaire, et non d'une invasion de guerre à grande échelle. Ils ne prévoyaient aucune résistance. En effet, beaucoup pensaient qu'ils seraient accueillis avec des fleurs et des acclamations, et non avec des armes et des bombes. Comme le souligne Tchirkin, le principal responsable de cette désinformation était le Service fédéral de sécurité, ou Service fédéral de sécurité, la principale agence de renseignement de la Russie et le successeur moderne du KGB de l'époque soviétique. Les rapports indiquent que les agents du Service fédéral de sécurité pensaient que l'invasion russe en Ukraine serait rapide et victorieuse, dans les jours précédant le passage des forces à la frontière. L'agence a passé une grande partie de son temps à préparer des planques et des logements à Kiev, prêts pour les nouveaux membres du gouvernement pro-russe qu'elle comptait installer. Elle pensait que l'Ukraine n'opposerait pratiquement aucune résistance. Ses troupes devaient marcher sur Kiev, s'emparer de la ville, renverser le président Volodymyr Zelensky et faire de l'Ukraine un autre état fantoche du Kremlin, comme la Biélorussie. Les évaluations du service fédéral de sécurité étaient manifestement fausses. Quant à la manière dont l'agence, réputée mondialement, a pu à ce point mal interpréter la situation. Cela demeure un mystère, même pour des experts comme William B. Taylor Jr., ex-ambassadeur des États-Unis en Ukraine, qui a dit « Si vos services de sécurité priorisent la compréhension de l'Ukraine, et que votre plan militaire en dépend, comment ont-ils pu se tromper à ce point? Comment ont-ils pu supposer que les Ukrainiens ne se battraient pas, que le président Zelensky ne résisterait pas avec autant de vaillance? La déconnexion se trouve entre le service fédéral de sécurité et le sommet de l'État. Peu importe comment ou pourquoi, mais elle a eu lieu. Le service fédéral de sécurité a fourni des informations complètement erronées. Ces informations ont donné aux forces armées russes une confiance injustifiée, menant à de nombreuses erreurs au début de l'invasion. Cela nous mène à aujourd'hui, où la Russie perd encore soldats et ressources à un rythme alarmant. Elle a été coupée de grandes parties de la communauté internationale et se trouve en pleine crise économique. Tout cela à cause de fausses informations et d'un manque de planification. Tchirkin en a également profité pour lancer une pique à l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Il a souligné que lorsque l'Ukraine a commencé à se défendre et à repousser les forces du Kremlin, Choïgou a été contraint d'abandonner ses plans de prise de Kiev. Le pays affirme faire preuve de bonne volonté en réduisant les opérations près de la capitale ukrainienne. Tchirkin note en réalité que le Kremlin voulait juste sauver la face. Combien de morts et de blessés nous avons laissés là-bas près de Kiev, seule notre armée le sait. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, tout ce que Tchirkin a dit est vrai, ancré dans la réalité et étayé par des preuves. Pourtant, le fait qu'il ait fait ce genre de déclaration reste incroyablement choquant, car ce n'est pas normal. Les responsables russes, les politiciens et surtout les membres de l'armée, qu'ils soient en activité ou à la retraite, ne critiquent pas presque jamais ouvertement le Kremlin ou ses décisions. Ils suivent un code de conduite non écrit mais strict, louant toujours Poutine, ne sapant jamais son autorité et continuant à promouvoir les concepts ou les arguments qui s'alignent le mieux avec l'agenda du Kremlin. Et si quelqu'un dévie de la norme, il est presque inévitablement puni pour cela. En Russie,
Critiquer publiquement la guerre peut entraîner de lourdes accusations criminelles et jusqu'à 15 ans de prison pour les contrevenants les plus obstinés. Rien qu'en 2022, selon les données d'Amnesty International, plus de 21 000 personnes ont été sanctionnées pour avoir critiqué la guerre ou diffusé des informations considérées comme fausses ou trompeuses par l'État. Depuis, la Russie a durci ses lois pour poursuivre plus facilement les dissidents et museler les critiques, en qualifiant des milliers de médias, activistes, célébrités et autres de termes comme agents étrangers, terroristes ou organisations indésirables. En conséquence, de nombreux Russes, même ceux qui s'opposent que farouchement à Poutine dans la guerre, ont désormais peur de s'exprimer, de crainte d'être emprisonnés ou pire. Et Tchirkin n'est pas un simple citoyen russe, mais un officier respecté, avec près de 40 ans d'expérience militaire, ayant servi dans l'armée soviétique puis russe. Il a atteint un poste élevé, en devenant commandant des forces terrestres russes en 2012 avant d'être relevé de ses fonctions par Poutine en 2013. Quand Tchirkin parle, les gens s'écoutent. C'est ce qui rend d'autant plus étonnant qu'il ait pris la décision audacieuse et courageuse de faire ces déclarations et de parler aussi ouvertement de l'arrogance du Kremlin, de l'incompétence du service fédéral de sécurité et de la bêtise de l'armée. En agissant ainsi, Tchirkin a sans doute risqué sa réputation, sa sécurité et son avenir, et son nom pourrait vite figurer parmi les agents étrangers ou terroristes. Cependant, ces menaces et peurs ne l'ont pas empêché de dire la vérité. Si plus de Russes haut placés faisaient comme lui, reconnaissaient les erreurs de leur pays et rejetaient la faute où il faut, la propagande de Poutine pourrait être définitivement brisée. Découvrez dans cette vidéo les dures réalités auxquelles l'armée russe fait face et comment certains soldats sont envoyés au combat, privés d'équipements basiques, jetés dans la machine à broyer la viande, sans espoir de survie. Sinon, consultez notre analyse détaillée du comment et du pourquoi. La flotte de chars autrefois redoutable de la Russie s'est complètement effondrée et ne représente plus aucune menace crédible pour les défenseurs de Kiev. Et merci de regarder.